conocidos están defendiendo, como el reciclaje. Une femme, une mère, une artiste et une activiste mystique. L'artiste que je vais vous présenter s'appelle Eulalia Valdozera. Elle est née à Vilafranca del Penedès, une province de Barcelone. Pour le moment, elle vit à Barcelone et elle a maintenant 61 ans. Elle y a étudié la peinture et finira ses études à Amsterdam. Donc c'est une artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle touche un petit peu à tout, que ce soit les installations, les photos, la vidéo, le dessin, pour créer plein d'environnements uniques. Et depuis les années 1990, elle a vraiment participé à plein de biennales ou d'expositions partout à travers le monde. Au fil des années, on voit vraiment une certaine évolution dans le travail d'Eulalia Valdozera, ce que je trouve vachement intéressant. Donc en tout premier lieu, elle va venir travailler en fait le phénomène lumineux, mais de manière plutôt artificielle, avec des installations, des performances, des projecteurs de lumière, qu'on verra un petit peu plus par après dans les œuvres que je vais vous présenter. Et maintenant, depuis les années 2000, elle vient plutôt se concentrer sur le phénomène lumineux, mais l'énergie solaire. Donc on voit toute une évolution à travers son travail, que je trouve très intéressant. On lui a posé la question « Pourquoi es-tu devenue artiste ?» Et elle répond du coup qu'adolescente, elle a toujours voulu faire un métier qui la mettrait en contact avec tous les secteurs de la société. Donc elle avait hésité entre être médecin ou artiste, parce qu'elle savait que son chemin était de travailler pour la guérison. Et donc du coup, cette réponse, elle est super intéressante parce qu'on voit bien qu'elle a cette volonté d'aider les autres depuis très longtemps. Et dans tous ses travaux, elle travaille sur 3 concepts fondamentaux qui est le corps, l'environnement domestique et le rapport aux autres, toujours à partir de sa condition de femme. Donc voilà, pour cette recherche, j'ai vraiment voulu mettre en avant l'évolution du travail artistique de l'artiste. Et pour cela, dans un premier temps, je vais vous parler de cette performance qu'elle a faite, et ensuite d'une de ses installations, qui est celle-ci, qui est assez connue. Et finalement, je vais parler en fait en général de son travail plus spirituel, en fait, qui finalise un peu sa carrière artistique sur ce point-là. La première œuvre d'Eulalia dans laquelle je vais vous parler, c'est El Ombligo del Mundo, qui signifie le nombril du monde. Ça a été réalisé en 1991, et en fait c'est une série d'installations de performances artistiques, réalisées sur des carrés de 4 mètres sur 4 mètres environ, et sur laquelle en fait il y a 3 mégots de cigarettes qui se trouvent, et qui ont ensuite été balayés dans le public. Donc l'objet central a vraiment disparu, et donc ce qui reste c'est les vidéos et les photographies. Et à cette époque, en fait, on connaît une très grande marchandisation de l'art, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintures, etc. qui vont se vendre. Et ici, Eulalia, elle décide de ne pas rentrer dans ces canons artistiques, académiques. Elle va plutôt jouer avec des interactions avec le public. Et par exemple, cette performance qui montre tout le processus d'une œuvre. Pour comprendre cette performance, je vais commencer par citer un extrait de l'artiste qui dit « Je tisse mon destin, comme l'araignée, à partir de ma propre matière, l'expérience. Les mégots sont les vestiges d'une activité, de la même manière que l'œuvre artistique est l'aboutissement d'un processus que nous ne sommes pas autorisés à voir. Et si l'acte de fumer était une forme d'improductivité, créée en résistance à la convention de fabriquer artificiellement des objets d'auteur ?» Voilà, donc cet extrait il est super complexe je trouve, mais d'un autre côté il est très intéressant, donc on comprend qu'il y a vraiment une introspection autour de ces œuvres super conceptuelles, donc elle transforme des mégots en métaphores de processus, et à travers cet extrait elle nous communique que ce qui précède l'objet final, que ça soit au niveau de cette œuvre d'art là, ou alors ce qui précède les mégots de cigarettes qu'on aurait fumé, mais le processus, les émotions etc. restent cachés et n'est pas forcément montré au public. Et donc ça met vraiment en lumière le fait que ce qui n'est pas perçu, mais finalement ce n'est qu'une partie de l'histoire quoi. Tout comme les mégots, c'est vraiment une trace d'un acte passé. Donc elle veut mettre par cette performance en avant le processus et l'expérience de celle-ci. Donc qu'est-ce qui nous reste de cette performance ? Il nous reste la poussière, l'odeur de cendre et la bouche sèche. Elle vient aussi interroger donc les normes sociales et artistiques qui valorisent la productivité et la création d'objets utiles ou alors authentiques. Et donc voilà, elle veut vraiment mettre en avant une œuvre éphémère ou immatérielle qui peut être vue finalement comme une façon de rejeter des attentes conventionnelles du monde artistique. Elle vient vraiment critiquer indirectement la manière dont l'art contemporain vient valoriser des objets d'auteur et des œuvres vraiment conçues pour les galeries au détriment du processus artistique en lui-même. Donc ces œuvres vont souvent être qualifiées comme un art politique parce que, tout d'abord, elle vient questionner l'appropriation du corps féminin. Elle dit qu'elle reconstruit son image à travers ses œuvres, donc elle vient représenter des parties de son corps telles que son torse, sa poitrine, ses fesses, pour lui permettre la réappropriation vraiment de son image en refusant les normes patriarcales.
Elle vient abandonner la peinture, qui est souvent associée à la sécurité, à l'héritage de l'académie, la maison du père. Elle vient déconstruire, détruire l'œuvre et met l'accent sur le processus artistique plutôt que l'objet fini. Et donc elle redonne valeur en fait à la nature éphémère de l'art. Et finalement le ballet, ici on le voit vraiment comme un élément qui vient déconstruire et construire l'œuvre. Et c'est à la fois son pinceau, mais aussi une forme finalement de revendication, parce que le ballet il est toujours associé indirectement aux tâches quotidiennes invisibles, et traditionnellement, et parfois encore maintenant, perçu comme réservé aux femmes, ou alors aux groupes sociaux subordonnés. La seconde série d'œuvres sur laquelle je vais m'attarder maintenant s'appelle En vasos, el culte à la marée, qui signifie en français en fait récipient, le culte de la mer. Et c'est une série d'installations réalisée en 1996. Et cette série en fait c'est l'une des plus connues de cet artiste. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait de projecteurs de lumière dispersés sur le sol d'une église et ayant face à eux des bouteilles de produits de nettoyage, donc des objets du quotidien en fait, qui projettent alors sur les murs leurs ombres à une échelle qui devient alors monumentale. Ces bouteilles, ce sont les éléments clés de l'œuvre. Leurs ombres peuvent rappeler des figures de saints qui les occupent habituellement. Elles représentent aussi des archétypes féminins qui habituellement a été mis en valeur par l'Église mais de manière extrême ou alors justement a été considéré comme toxique et dangereux. Et on trouve 3 installations qui touchent le sujet de la séductrice, de la fée et de la protectrice de la famille. Ça vient remettre en question des stéréotypes très ancrés dans notre monde et ça vient parler aussi de thèmes tels que le foyer, l'intimité, l'identité et la notion de femme finalement. La disposition elle semble être assez simple, mais tout un jeu a été réalisé avec les projecteurs de lumière ainsi que les contenants esthétiquement très simples aussi, mais issus de l'habitat domestique, afin de créer des ombres projetées sur les murs, des ombres chinoises, pour mettre le spectateur vraiment dans un monde magique, là où voilà, il n'y a pas de limite et le plus simple petit contenant peut devenir grand et intemporel. Ensuite, à nouveau, l'artiste vient questionner le processus de l'œuvre, qui est souvent caché et privé au spectateur. Donc elle veut pas que ses œuvres soient réduites à des ombres projetées sur le mur. Elle veut que le spectateur voit les prises, le câble, les projecteurs, qui sont vraiment des éléments visibles et font alors partie du résultat de l'œuvre. Donc le spectateur fait alors partie du dispositif et il a invité à imaginer ce qui s'est passé. Il a invité à retracer un petit peu de quelle manière l'œuvre a été réalisée. Au niveau de la manière dont sont présentées ces installations, l'accès à l'espace par la nef centrale empêche de voir les ombres cachées au fond des chapelles latérales. Donc la première impression du visiteur, c'est celle d'une distribution un peu chaotique des bouteilles et des livres éparpillés sur le sol, ce qui vient contraster vraiment avec un caractère sacré de l'église et du lieu. Séductora, qui signifie séductrice, est une des installations qu'on peut trouver dans cette série. Et elle est un petit peu différente des deux autres, donc je vais venir l'analyser. Déjà, le titre, ça évoque l'image de la femme en tant que figure d'attraction et de pouvoir. Alors, comme d'habitude, la lumière du projecteur joue vraiment un rôle central dans ces installations. Elle vient agrandir les formes, elle vient créer des ombres qui se projettent sur les murs, en transformant ces objets du quotidien en figures monumentales. Donc on vient aussi relier l'objet et l'humain. Et différent du coup des autres installations, les récipients ici se trouvent sur un tourne-disque. Les autres d'habitude ils se trouvent sur des livres, et ça vient ajouter une certaine dimension dynamique et sonore à l'installation. Donc lorsqu'il est en mouvement, les silhouettes elles semblent se tourner autour, et ça renforce vraiment cette idée de séduction. Alors il y a plusieurs messages qu'on peut venir retrouver dans ces installations. D'abord, vu que ça vient évoquer des figures féminines, ça rend hommage à la maternité et à la figure omniprésente et universelle de la mère. Ensuite, il y a vraiment cette notion d'incorporer dans l'iconographie chrétienne des aspects considérés comme dangereux de chez la femme, et donc venir sortir des stéréotypes. Comme le nom l'indique, il y a cette relation mère-fille, femme-mère qui est très présente. Et en tout dernier lieu, j'aime beaucoup cette association. En fait, ces formes projetées qui sont énormes, ça invite le spectateur à se mettre à genoux, qui est un geste physique assez courant quand on lave les sols ou qu'on assiste à un rite chrétien. Et donc c'est une position à genoux qui est adoptée par les femmes pour laver le sol, mais c'est aussi celle de la prière, donc c'est un mélange de soumission et de dévotion. Donc on montre un petit peu cette soumission exercée par la religion chrétienne sur le collectif féminin. Finalement, si on met en rapport en fait toutes ces œuvres et toutes ces installations qu'elle a réalisées, on peut voir pas mal de points en commun en fait qui peuvent ressortir. Par exemple, en premier lieu, on voit vraiment que Eulalia elle a cette volonté de rendre le spectateur acteur.
Donc le spectateur, il doit se créer un récit, il doit trouver un sens cohérent à cette performance, et alors il est confronté à ses propres projections émotionnelles. Donc dans chacune de ces performances, le processus il est visible. Ensuite, il y a aussi une volonté de travailler sur des œuvres éphémères et de montrer un certain processus, donc montrer le travail qui se trouve derrière. Finalement, son travail, il se fait souvent dans l'ombre, dans un côté un petit peu noir, pour rendre visible la lumière et ses chemins, le chemin des projecteurs. Donc son art, il est politique et les questions sont à thème récurrent. Par exemple, l'utilisation d'objets du quotidien comme des déchets, des récipients et souvent des projecteurs à carrousel vide aussi. On peut remarquer aussi ces points communs dans d'autres séries, donc ici par exemple les 2 œuvres que je viens de détailler, mais aussi dans la série Apparence, ou alors dans l'installation Love, Sweeter Than Wine. Qu'est-ce que c'est? Ces 3 pièces identiques avec les mêmes éléments qui sont disposés différemment dans chacune d'elles. Et en fait, les 3 phrases écrites sur ces murs nous amènent vraiment à interpréter que nous sommes face à 3 moments figés dans le temps, les étapes progressives d'une relation amoureuse mettant en scène 2 verres de vin, des bouteilles, du lait et du savon. Donc ici, comme d'habitude, il y a de la projection lumineuse, l'objet du quotidien, la nature éphémère de l'art, qui est finalement rendue en photo, et il y a aussi le spectateur-acteur qui voit ses bouteilles de vin, ses câbles, etc. Finalement, ici, on voit sa nouvelle pratique qui mène vers un chemin un peu plus spirituel de l'art. Donc depuis 2007, elle a commencé un chemin spirituel qu'elle vient rendre public à travers son art et ses ateliers. Elle dit que son corps et ses mains viennent donner parole à des entités et qu'elle capte des voix d'autres dimensions. Elle se considère comme une artiste médiumnique. Dans ses dernières œuvres artistiques, la lumière artificielle des projecteurs est alors remplacée par la lumière du soleil. Elle s'intéresse aussi au changement climatique, à l'eau, aux plastiques polluants, qu'elle va retransmettre à travers des courts-métrages ou des performances. Elle transmet et dénonce l'inégalité de traitement que nous entretenons avec la nature. Ici, je veux aussi mettre en rapport Eulalia et une artiste suédoise, Ilma F. Klint, qui est assez connue. Je trouve qu'il y a une certaine similitude entre leurs arts en fait. Donc cette artiste, qui était une femme pionnière de l'attraction, elle se considérait aussi comme une artiste médiumnique où des esprits lui communiquaient des vérités spirituelles à travers des formes symboliques. Donc en fait, lors de séances de spiritisme, un ange lui est venu en fait communiquer des informations. Et voilà, dans la peinture, elle a voulu retransmettre toutes ces idées-là sur des grands tableaux. Et le but, c'était de remplir les murs d'un temple en fait. Et ces peintures, elles sont restées secrètes pendant plus de 20 ans parce qu'elle pensait que la population de son époque n'était pas encore apte à recevoir ces informations-là, elle avait peur d'être critiquée, et donc du coup ça a été montré au grand public que 20 ans après sa mort. À travers cette recherche, je peux dire que j'ai vraiment apprécié regarder toute cette évolution dans son art et voir que ses idées ne sont pas figées en fait. Et malgré tout, elle continue à travailler en fait sur des questions sociétales, mais toujours contemporaines, que ça soit du coup le rapport à la femme, le rapport à l'écologie, le rapport aux autres.